Coucou mes poupsies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose un tuto pour vous aider dans la couture de votre robe Pampa, qui est un patron signé Le Camélia Rose. C'est une robe féminine, tendance et confortable qui nous met en valeur. Pour ma part, je l'ai déjà cousue 2 fois et je l'adore. Pour cette nouvelle version, j'ai fait 2 modifications. La première, c'est que je suis venue rallonger la manche de 5 cm pour vraiment avoir ce joli tombé au niveau du poignet. Et la seconde, c'est que j'ai coupé la jupe en 3 panneaux. D'ailleurs, si vous voulez faire la même chose, je vous mets les calculs que j'ai suivis juste ici pour que vous puissiez également faire cette modification. Si vous ne souhaitez pas réaliser ces changements, sachez qu'ils n'influent en rien sur le tuto que je vais vous proposer et sur la couture de votre robe par la suite. Vous pouvez suivre les explications que je vais vous donner sans problème. D'ailleurs, en parlant d'explications, ne soyez pas surprise, je ne vais pas forcément suivre les étapes qui sont indiquées dans le livret du Camélia Rose, mais pour autant à la fin, vous aurez votre robe Pampa. Mais trêve de bavardage, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Avant de commencer, je vous conseille de surjeter les bords de votre tissu et de le laver pour éviter tout risque de rétrécissement par la suite. On va ensuite venir repasser l'ensemble de notre coupon de tissu. Après avoir lavé et repassé votre tissu, placez celui-ci au pli envers face à vous et positionnez vos pièces comme indiqué sur le plan de coupe. Pour simplifier la coupe de votre tissu, n'hésitez pas à venir couper les différents rectangles comme par exemple ceux des froufrous dans le papier que vous pourrez ensuite positionner sur votre tissu. Si comme moi vous avez choisi un tissu uni, pour distinguer l'envers de l'endroit, il vous faudra vous référer à la lisière. En effet, sur l'envers de votre tissu, comme vous pouvez le voir, les petits points qui sont ici ressortent, alors qu'à l'intérieur de votre tissu, ils rentrent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'aiguille qui a piqué le tissu est passée d'abord de ce côté-ci pour ensuite ressortir de l'autre côté. Ici, j'ai donc bien l'envers de mon tissu face à moi. Et par la suite, une fois mes pièces coupées, pour ne pas perdre mon endroit et mon envers, je viendrai mettre une petite aiguille sur l'endroit de mon tissu. Pour positionner les pièces facilement sur mon tissu et être sûr de respecter le droit fil, je viens positionner cette règle transparente avec une ligne au-dessus de la lisière de mon tissu et une autre ligne au-dessus de la flèche qui indique le droit fil sur le papier du patron. Pour maintenir vos pièces correctement en place, n'hésitez pas à utiliser des poids que vous pouvez venir positionner directement dessus. Une fois vos pièces positionnées sur le tissu, on va pouvoir passer à la coupe. Pour avoir une belle coupe régulière, je vous conseille de toucher le moins possible votre tissu et d'éviter de lever votre ciseau. Veillez aussi à ce que la lame de votre ciseau reste en contact permanent avec la surface sur laquelle vous avez posé votre tissu. Pensez à marquer vos crans en effectuant une entaille de quelques millimètres dans votre tissu. Si vous vous sentez à l'aise au moment de la coupe de vos manches, vous pouvez venir replier à nouveau votre tissu sur lui-même. Cela permettra de couper les 2 manches d'un coup au pli de votre tissu. Une fois l'ensemble de nos pièces coupées, place à la couture. La première étape consistera à venir fermer nos pinces sur nos pièces devant. Pour ce faire, on se positionne sur l'endroit de notre tissu, puis on viendra positionner notre tissu endroit contre endroit au niveau des pinces. On épinglera tout du long avant de passer à la machine. On débutera cette couture par un point d'arrêt, mais par contre à la fin, celle-ci viendra mourir dans le saillant. Il n'y aura donc pas de point d'arrêt à réaliser à la fin de notre couture. On continuera à coudre dans le vide sur quelques millimètres, ce qui permettra d'avoir une petite chaînette à la fin de notre couture. Ensuite, on viendra couper le fil et on fera 2 ou 3 nœuds pour maintenir notre pince. Voici ce que l'on obtient sur l'endroit et sur l'envers de notre tissu. Pour éviter que notre tissu ne s'effiloche par la suite, on va surjeter au niveau de nos pinces. On viendra ensuite plaquer ces pinces au fer en repassant notre pince vers le bas.
Ensuite, on viendra surjeter les deux bords intérieurs de nos pièces devant. Pensez à bien mettre une épingle au niveau de votre cran de montage pour ne pas le perdre dans le surjet. Attention, mettez cette épingle à distance de votre bord de tissu pour éviter que l'aiguille se casse en passant sous votre machine et qu'elle ne l'abîme. Vous remarquerez que personnellement, je vais faire le choix de ne pas surjeter les autres bords de mes pièces puisque je viendrai les surjeter par la suite une fois la couture réalisée pour renforcer ma couture. Maintenant que nos deux bords sont surjetés, on va venir assembler endroit contre endroit nos deux devants, du cran de montage jusqu'en bas de notre tissu, en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. Cette couture sera réalisée au point droit à 0,8 mm du bord. Voici ce que l'on obtient sur l'envers et sur l'endroit de notre tissu. On viendra ensuite ouvrir la marge de couture au fer. On viendra également préformer notre col en rabattant la partie surjetée vers l'envers de notre tissu. Vous pouvez vous aider d'un clapeur pour bien venir aplatir le col et ainsi le préformer correctement. Pour avoir une jolie finition, une fois le col préformé, on va venir le ganser avec du biais. À l'aide du fer à repasser, on va donc venir préplier notre biais sur lui-même. Une fois notre biais préplié, on va venir reprendre nos devants et y épingler le biais en prenant en sandwich la partie de notre devant que l'on a replié vers l'intérieur. Une fois notre biais épinglé à notre devant, on pourra venir faire une piqûre nervure à quelques millimètres du bord du biais pour coudre les trois épaisseurs ensemble en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. On procédera de la même façon de l'autre côté de notre décolleté devant. Pour venir maintenir votre décolleté à l'intérieur, vous pouvez réaliser une piqûre nervure sur le devant à quelques millimètres du bord ou alors vous pouvez tout simplement venir utiliser un thermocollant double face comme celui-ci, ce qui permettra de le fixer en toute discrétion puisqu'il n'y aura pour le coup aucune couture apparente. Vous pouvez également choisir de réaliser une couture invisible à la main mais selon l'épaisseur de votre tissu, cela pourrait venir l'abîmer. Maintenant que votre encolure est fixée avec la méthode de votre choix, vous allez pouvoir venir froncer vos épaules pour les rétrécir de quelques millimètres. Ça, c'est pour le coup à votre convenance. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Et une fois que ce sera fait, vous allez pouvoir venir fixer vos épaules entre elles avec une couture à 8 mm du bord, point d'arrêt début et fin de couture. Bien sûr, cette couture est à réaliser en plaçant vos tissus endroit contre endroit. Une fois qu'elle sera réalisée, vous pourrez venir fixer vos côtés endroit contre endroit également avec un point à 0,8 mm du bord aussi, point d'arrêt début et fin de couture. On va maintenant venir s'occuper de notre col. Dans un premier temps, on va froncer notre devant entre la partie de notre décolleté et le cran qui était indiqué sur le patron. Pour ça, à la machine à coudre, on vient bien tirer sur le fil de notre canette pour que celui-ci dépasse. Ensuite, on fera un point à quelques centimètres du bord sans faire de point d'arrêt, que ce soit au début ou à la fin de notre couture. Une fois arrivé à la fin de la zone sur laquelle on doit faire les fronces, on ne coupera pas le fil tout de suite. On le laissera dépasser de quelques centimètres et ensuite, ce sera en venant tirer sur le fil de la canette que les fronces se feront. Il faudra réduire d'1 centimètre cette partie du col. On viendra le vérifier à l'aide d'une petite règle. Une fois cette étape réalisée, on pourra venir coudre notre biais à notre encolure. Pour ça, on viendra dans un premier temps coudre notre biais à l'intérieur de notre col en venant coudre le point dans la rainure qui se trouve sur notre biais en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. Pour que ce soit le plus propre possible, vous pouvez, comme vous le voyez à la vidéo, replier le début de votre biais avant de coudre. Et dans ce cas, faites bien sûr le même repli à la fin de votre biais. Une
fois le biais fixé, vous pouvez venir enlever votre fil de fronce. Une fois votre biais cousu et votre fil de fronce retiré, vous allez pouvoir replier votre biais sur l'endroit de votre tissu et réaliser une piqûre nervure à quelques millimètres du bord pour le fixer sur l'endroit. Pour pouvoir faire cette piqûre nervure au mieux, vous pouvez vous aider de ce type de pied qui viendra servir de guide au moment de la couture. On n'oublie pas bien sûr de réaliser un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture également. Voici ce que l'on obtient une fois notre biais cousu des deux côtés de notre tissu. On laisse cette pièce en attente le temps de réaliser le froufrou qui ira sur notre col. Pour ce faire, on vient prendre nos deux pièces froufrou de col que l'on va positionner endroit contre endroit et on va ensuite venir les coudre l'une à l'autre avec un point réalisé à 5 mm du bord, point d'arrêt début et fin de couture, en veillant bien à laisser une ouverture de quelques centimètres qui nous permettra par la suite de retourner notre froufrou sur l'endroit. Une fois notre froufrou sur l'endroit, on viendra faire ressortir les angles à l'aide d'une petite pointe. Ensuite, on pourra venir l'aplatir au fer. Cette étape nous permettra de venir replier nos marges de couture à l'intérieur pour la partie où l'ouverture est encore existante. D'ailleurs, en parlant de cette ouverture, on va pouvoir désormais venir la refermer, soit avec un point à la machine à quelques millimètres du bord, point d'arrêt début et fin de couture, soit par un point à la main. Si vous choisissez l'option couture à la main, le mieux est de partir sur un point invisible, appelé aussi point d'échelle. Pour le réaliser, il suffit de piquer d'un côté de notre tissu, puis de piquer à nouveau en face, mais je vous laisse avec les images, elles parlent d'elles-mêmes. Une fois notre ouverture refermée, on vient réaliser un nœud comme ceci. On va maintenant placer notre rectangle froufrou sous la machine pour venir tirer un fil de fronce avec un fil de la même couleur que celui qu'on utilise jusqu'à présent pour la couture de notre tissu et on va faire ce fil de fronce au milieu de notre rectangle. Afin d'être sûr de bien réaliser votre fil de fronce au milieu de votre rectangle, vous pouvez soit venir tracer un trait avec un crayon, un feutre ou une craie spéciale tissu, ou alors vous pouvez venir mesurer précisément où se trouve le milieu sur votre rectangle et venir à la machine trouver un repère qui vous permettra de réaliser le fil de fronce au centre. On va ensuite venir froncer ce rectangle pour qu'il devienne le froufrou de notre col et qu'il fasse donc la même longueur que notre encolure. Ensuite, on viendra l'épingler sur tout le pourtour de notre encolure. Pour l'épingler correctement et pour aider à la couture par la suite, je vous invite à faire correspondre le fil de fronce de votre froufrou à la couture visible de votre biais sur l'endroit de votre tissu. Une fois votre froufrou épinglé à votre encolure, si vous êtes satisfait de la répartition de vos fronces, vous allez pouvoir passer à la couture. Pour ça, à la machine, il vous suffira de piquer directement là où vous avez positionné votre fil de fronce. D'où le fait d'ailleurs de l'avoir réalisé dans un fil de la même couleur que celui que vous utilisez jusqu'à présent pour votre tissu, puisque ce fil de fronce servira de guide à votre couture. Si vous êtes gêné lors de la couture des premiers points parce que votre machine a du mal à laisser passer les épaisseurs, vous pouvez venir vous aider de cet outil d'aide à la couture qui est une plaque élévatrice pour machine, aussi appelée belle-mère. Grâce à elle, votre machine passera les épaisseurs sans encombre. On y va tout doucement et on n'oublie pas de faire son point d'arrêt au début et à la fin de sa couture. Votre froufrou étant désormais cousu à votre col, vous allez pouvoir couper les petits fils qui dépassent. Il s'agit tout simplement en fait de votre fil de fronce qui, comme je l'ai dit précédemment, ne pourra pas être retiré. On va maintenant pouvoir s'occuper de la couture de nos jupes. On va positionner nos volants endroit contre endroit et réaliser une piqûre à 0,8 mm du bord, point d'arrêt début et fin de couture, avec ensuite un surjet pour venir renforcer cette couture. Puis on fera un fil de fronce sur toute la longueur de notre volant.
D'ailleurs, pour la réalisation de ce fil de fronce et afin d'éviter qu'il ne casse, je vous invite à le réaliser en 2 temps, en faisant vos fils de fronce de marge de couture à marge de couture et donc en étirant 2 fils. Un premier sur la partie devant de la jupe et un second sur la partie dos de votre jupe. La partie jupe froncée devra faire la taille de notre haut. Une fois qu'on s'est assuré que les tailles correspondent, on viendra les coudre endroit contre endroit en faisant bien correspondre les coutures de côté avec un point à 0,8 mm du bord, point d'arrêt début et fin de couture. Ensuite, on pourra tirer sur notre fil de fronce pour l'enlever. Une fois la couture réalisée et le fil de fronce retiré, vous pourrez venir surjeter. Voici ce que l'on obtient. Si comme moi vous avez fait le choix de réaliser plusieurs volants de jupe, il faudra procéder de la même manière pour les autres volants. Une fois la jupe assemblée au haut, on pourra venir s'occuper de l'ourlet. Pour cette partie, vous avez 3 options qui s'offrent à vous. La première étant d'effectuer un premier repli d'1 cm, puis un second repli d'1 cm également, que vous allez tous deux marquer au fer, puis ensuite venir faire une piqûre nervure à quelques millimètres du bord de ce repli. La seconde option est d'effectuer un premier repli d'1 cm qu'on vient toujours marquer au fer, puis un second de 2 cm à marquer au fer également. Et même chose, on vient ensuite passer à la machine à quelques millimètres du bord avec toujours un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. Et la dernière option, qui est celle que je vais choisir, est d'effectuer un rouloté à la surjeteuse. On va ensuite reprendre nos pièces manches et venir faire un fil de fronce en haut de notre tête de manche et en bas de notre manche afin que celle-ci vienne faire la même largeur que notre poignée de manche. En ce qui concerne notre poignée de manche, on va venir effectuer les replis et les fixer au fer afin de préformer cette pièce avant couture. Donc il y a un repli à faire d'un premier côté dans le sens de la longueur de 0,5 mm. Ensuite, on vient effectuer la même chose de l'autre côté. Et après, on vient replier notre pièce sur elle-même et à chaque étape, on plaque bien au fer pour la préformer. Une fois notre manche froncée et notre poignée de manche préformée, on va venir prendre en sandwich le bas de notre manche dans notre poignée de manche et ensuite on va pouvoir venir coudre. Pour ça, je vous conseille de procéder à un épinglage en 2 temps. Premièrement, on vient épingler notre bas de manche à l'intérieur de notre poignée de manche préformée en étant bien à 1 cm du bord qui est replié. Et ensuite, une fois que vous avez épinglé tout du long cette partie-là, on vient replier notre poignée de manche sur notre bas de manche et on réépingle au fur et à mesure. Et vous pouvez d'ailleurs en profiter pour enlever les premières épingles que vous avez mis à chaque fois que vous rajoutez une nouvelle épingle en prenant bien les différentes épaisseurs entre vos épingles. Une fois que vous avez bien épinglé, vous allez venir réaliser à la machine une piqûre à quelques millimètres du bord, point d'arrêt début et fin de couture pour venir fixer le poignet de manche à votre manche. Une fois votre poignet cousu à votre manche, vous pouvez venir tirer sur votre fil de fronce afin de l'enlever. Quand le fil de fronce du bas de votre manche est enlevé, vous pouvez ensuite venir replier votre manche et venir réaliser une couture à 8 mm du bord, point d'arrêt début et fin de couture, dans le sens de la longueur endroit contre endroit. Une fois votre couture réalisée, vous pourrez venir surfiler ou surjeter. On laisse notre manche de côté pour venir s'occuper de notre froufrou de poignet. Pour ça, donc comme pour le froufrou de col, on va venir assembler nos 2 rectangles endroit contre endroit avec un point à 5 mm du bord, point d'arrêt début et fin de couture, en laissant une ouverture qui nous permettra de retourner notre pièce sur l'endroit par la suite. Une fois la pièce retournée sur l'endroit, on viendra faire ressortir nos pointes, puis on refermera l'ouverture soit par un point à la machine, soit par un point invisible à la main. Et après, on viendra étirer un fil de fronce au milieu de cette pièce pour ensuite venir la froncer et faire en sorte que cette pièce fasse la taille de notre poignée de manche. Après, toujours comme pour notre col, on viendra assembler ce froufrou
à notre poignée de manche. Il faudra pour ça faire correspondre notre fil de fronce à notre couture du poignet de manche à notre manche et faire un point au-dessus de notre fil de fronce qu'on ne pourra pas retirer du coup par la suite. Une fois notre froufrou cousu à notre manche, on pourra venir couper les fils qui dépassent. On procédera exactement de la même façon pour notre seconde manche. Une fois nos deux manches cousues, on pourra venir les assembler au corps de notre robe. Pour ce faire, on viendra positionner endroit contre endroit nos têtes de manche à nos emmanchures et réaliser un point droit avec point d'arrêt début et fin de couture à 8 mm du bord. Ensuite, on viendra retirer notre fil de fronce et surjeter ou surfiler nos marges de couture. Votre robe Pampa est désormais terminée, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura aidé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et à me laisser également vos envies et vos suggestions par rapport aux prochains patrons pour lesquels vous souhaiteriez que je vous réalise un tuto. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous souhaitez voir la suite. Sur ce, moi je vous laisse avec des images de ma robe portée. Je vous dis à bientôt, des bisous, ciao!